Bonjour, soyez les bienvenus à la clinique du Pré au Mans. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct pour parler de l'obésité. Et à mes côtés, notre grand témoin, celle qui pendant 2 heures va ponctuer cette émission, c'est Marie Citrini. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes donc membre du CNAO. Le CNAO, c'est le collectif national des associations d'obèses. Quelle est sa mission ? Alors depuis 2003, notre mission était d'essayer de réunir les associations en France et au DOM-TOM et de permettre par les messages que l'on envoie au niveau national dans les institutions d'améliorer la prise en charge et surtout d'améliorer la discrimination qui est très très flagrante contre les obèses et de faire en sorte que les gens comprennent que être obèse, c'est une maladie, c'est pas un manque de volonté. On va en reparler tout au long de cette émission. Et pas plus tard que dans 3 ou 4 minutes, vous verrez. Le CNAO fait aussi partie du comité de pilotage du plan obésité. Comment s'est déroulé le travail de mise en place de ce plan ? Alors ça a été 3 mois très intenses avec 178 heures d'audition, puis un rapport remis audition de différentes personnalités du milieu de la santé, d'associatifs, de médecins, de réseaux. Et puis ensuite, on a écrit un rapport qu'on a remis au président de la République de l'ancienne présidence. Et un président a été nommé, le professeur Arnaud Badevant. Et on a construit ce plan obésité sur 4 axes. Un axe prévention et information. Un axe prise en charge du patient en surpoids et en obésité, enfants, adolescents, adultes, un axe recherche et un axe plus particulier sur la notion de précarité, de fragilité d'une grande partie de la population qui est en surpoids et en obésité, avec un focus particulier sur l'outre-mer. Voilà, et on parlera de mal-être tout à l'heure, et c'est certainement le principal... C'est la difficulté la plus prégnante chez la personne qui souffre d'obésité. D'accord. Alors, vous nous parliez de 4 axes pour le plan. Il y a 3 parties dans cette émission, et on s'en rapproche un peu. Nous allons parler dans quelques secondes des idées reçues, justement, sur l'obésité. On parlera aussi par la suite des bons gestes pour ne pas devenir obèse ou être en surpoids. Et puis, on terminera par l'accompagnement. Tout au long de cette émission, vous allez pouvoir de votre côté à la maison nous poser des questions et c'est Lorraine qui sera votre relais. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous. Comment est-ce qu'on fait pour laisser des questions, Lorraine ? Vous avez simplement à écrire votre question juste en dessous du player. C'est très facile. Parfait. Voilà. J'en profite, c'est votre anniversaire, donc on commence par un petit sourire. Merci beaucoup, voilà, Julie. Bon anniversaire. Voilà. Première partie de l'émission, on s'intéresse tout de suite aux idées reçues. Alors nous sommes toujours bien sûr avec Marie et nous sommes aussi avec Géraldine Guimier d'Encouragement. Bonjour. Bonjour Géraldine. Prenez un micro. Bonjour. Bonjour. Vous représentez donc une association qui agit ici sur la région. Oui, une association qui existe depuis 1 an et quart, on va dire, et qui a été créée avec l'aide aussi du CNAO. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. À vos côtés, il y a Carole Optel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Oui. Avec vous, on parlera dans quelques minutes du mal-être. Oui. Oui, Dieu sait si c'est important. Dominique Taillecourt, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien ? Très bien, ça va. Bon. Parlez-moi un petit peu de vous en 2 secondes et demie. Moi, je vais vous raconter un petit peu tout à l'heure mon parcours et puis surtout mon mal-être. Depuis toute petite, je suis en surpoids et voilà, toute ma vie, c'était ça. Bon. Voilà. Il y a avec nous Sébastien Lazenec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'Utopium Production. Oui, Utopium Production. Qui est ? C'est une structure qui diffuse et produit du spectacle vivant, avant tout, surtout du spectacle, du théâtre dans l'espace public. Et puis il nous arrive de travailler aussi sur de la vidéo. C'est ce qu'on a fait là dans le cadre des Journées européennes de l'obésité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite le court-métrage que vous avez réalisé, justement. C'est un court-métrage, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui va poser les bases de cette émission. Regardons. Voici Virginie. Virginie, elle a toujours eu du mal à se lever le matin. Elle aime pas trop les matins. Ni passer du temps dans la salle de bain d'ailleurs. Avant d'aller au travail, Virginie prend souvent un café dans un bar près de chez elle. Tu veux un petit croissant avec ça ? Ils sont tout chauds, allez-y. Elle aime bien le café. Par contre, elle n'aime pas marcher dans la rue. Elle supporte mal le regard de certaines personnes. Ou même le non-regard, c'est pareil. Elle n'aime pas les ascenseurs.
et n'aime pas son nouveau poste. Pas assez intimiste. En fait, elle préférait quand elle travaillait en bas. On va pas vous laisser à l'accueil, on va vous mettre au phoning. On m'a dit que vous aviez une belle voix. Mais elle a quand même réussi à s'y faire quelques copines. Moi je pense que c'est de sa faute. Attends, on peut rien y faire. Bah quand on veut, on peut. Le shopping, c'est pas vraiment son truc. Virginie n'aime pas s'habiller. Pour des jambes impeccables. Elle supporte plus la pub. En règle générale, Virginie n'aime pas les maillots de bain. Ce soir, Virginie est heureuse. Elle est invitée à dîner chez des copains. C'est bien, ça la changera de ses plats préparés. C'est bien que tu sois venu. Jérôme était persuadé que tu viendrais pas. Allez, entre. On a fait ça, ce soir, c'est raclette. C'est pas bon, t'as rien mangé? Si, c'est très bon. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est garder son petit-neveu. Tata, pourquoi t'es pas comme lui? D'ailleurs, Virginie aimerait bien avoir des enfants. Mais pour ça, il faudrait rencontrer quelqu'un. Le soir, il arrive que Virginie pleure. La vie peut être compliquée quand on souffre d'obésité. Alors, je ne peux pas faire autrement que vous demander votre réaction après la diffusion de ce court-métrage. J'ai replongé 15 ans en arrière, du temps que j'étais très obèse. C'est des situations qu'on vit principalement au quotidien, dans 80% des cas. La personne obèse qui vous dit « mais je vais bien, mais je me sens bien », mais le simple fait de devoir ne pas voir ses pieds pour enfiler une paire de chaussettes le matin, le simple fait de ne pas pouvoir faire sa toilette correctement parce qu'on ne voit pas ses parties intimes, le simple fait de ne pas être touché dans la rue, de ne pas être bousculé parce que vous êtes une telle masse qu'on n'ose pas vous approcher au cas où ce soit contagieux. Je félicite ceux qui ont écrit et ceux qui ont tourné ce film parce que, oui, j'ai replongé 15 ans en arrière. On reviendra avec Sébastien justement sur les intentions de tournage, la façon dont le scénario a été écrit. Avant cela, Dominique, votre réaction? Et oui, ben moi je me reconnais tout à fait. Hein. C'est sûr que les moqueries, les gens qui vous disent... On est différents. En fait, on se sent différent des autres. Et c'est pas facile tous les jours, croyez-moi. Mais il faut vivre avec. Et surtout quand on est plus jeune. Je pense que quand on vieillit, c'est différent. Mais quand on est jeune et qu'à l'école, on a les moqueries des autres toute ma jeunesse. Moi j'ai 58 ans. Et il y a 50 ans, je me rappelle, la blessure n'est pas refermée, quoi, en fait. Je ressens toujours... j'y pense souvent. Qu'on me disait la grosse, voilà, c'est ça, le gros mot, c'est ça, la grosse, et ça reste vraiment dans sa mémoire, je peux vous assurer. Moi, j'ai préparé cette émission avec vous et puis avec d'autres personnes autour de moi réunies, et c'est vrai que la question que je me pose là maintenant, et je vais vous la poser, Marie, pour quelle raison est-ce que l'on ne parle pas de cette discrimination dont vous parlez, alors qu'on parle d'autres discriminations? Pourquoi on ne parle pas de celle des obèses? Parce que... Dans le conscient collectif, un obèse n'est pas malade, c'est juste une personne qui n'a pas de volonté. D'accord. Oui, ça aussi, ça fait partie des idées reçues. Ça fait partie des idées reçues. Et le mal-être que l'on ressent, c'est autant le mal-être de notre propre regard sur nous-mêmes que du regard, même silencieux, que nous renvoie la société. Sébastien, ça n'a pas dû être facile d'écrire et de réaliser ce court-métrage. Parce qu'on est quand même sur un sujet très touchy. Hein. Ouais, c'est pas un sujet très simple, mais ça n'a pas été spécialement compliqué parce qu'on a mis en place un groupe de travail avec la clinique où on a réuni des patientes qui avaient été opérées ou qui allaient être opérées, en tout cas qui avaient été face à cette problématique et qui m'ont délivré un témoignage assez touchant et qui ont un peu tout déballé, toute la problématique, et ça a apporté énormément de matière. Et du coup, moi, je me suis un peu mis à leur place et l'idée est arrivée assez vite. J'ai travaillé sur ce scénario et sur la mise en scène et la réalisation avec un ami photographe et réalisateur qui s'appelle Nicolas Boutruche. Donc on a fait ce travail ensemble et l'idée est arrivée assez rapidement grâce à ces témoignages sincères et touchants.
Vous êtes constamment en caméra subjective, on ne voit jamais la personne, sauf à la fin sur le dernier plan. Oui. C'est un choix ou c'est parce que vous n'avez pas trouvé de comédienne qui a accepté le rôle? Bah, je dirais les deux. On aurait pu trouver, je pense, mais, en cherchant, on peut toujours tout, mais l'idée de la caméra subjective est arrivée assez vite. On avait une autre alternative, c'est qu'elle soit complètement subjective, qu'on voit, c'est-à-dire à la place des yeux, et qu'on aperçoit pas de cheveux ni d'épaules. Et puis ça nous a paru quand même plus intéressant d'être un peu derrière plutôt que complètement à la place. Et voilà, donc oui, non, c'était l'idée là qui nous paraissait la plus pertinente, de mettre un peu le spectateur à la place de cette personne obèse, en surpoids ou ronde, comme on veut dire. Ouais. Puis le fait que ce soit en caméra subjective montre aussi le fait que les obèses ne veulent pas se montrer. On en reparlera tout à l'heure dans les idées reçues, avec par exemple pas de miroir chez les obèses. En tous les cas, c'est ce qui sort de l'enquête que vous avez pu faire avec votre groupe de travail. Exactement. Il y a beaucoup de détails dans la vidéo. Je pense que ça échappe aux gens qui sont peu ou pas concernés, mais effectivement, ça fait partie de ces choses-là. Quand le personnage se brosse les dents, il n'y a pas de miroir en face. Ouais, tout à fait. Carole, moi je m'en veux un peu parce que je me suis jamais rendu compte du mal-être des obèses. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est vrai que souvent ils ont finalement la place du bon ami, toujours jovial, souriant, toujours là quand on a besoin de lui. La bonne maman aussi au niveau du cercle familial qui répond aux besoins de tout le monde, qui prend soin de tout le monde, mais finalement qui s'occupe de ses besoins à elle et quand est-ce qu'elle peut les exprimer. Et je trouve que ce film, on voit bien l'isolement finalement que vit la personne obèse, l'isolement social, l'isolement familial, l'isolement physique. En effet, on n'ose plus la toucher, elle a moins de contact physique et du coup l'isolement psychologique. Donc ça fait partie, c'est le plus gros mal-être qu'elle puisse avoir. Est-ce que justement le mal-être vient de l'obésité ou est-ce que c'est l'obésité qui vient du mal-être? Qui, de la poule ou de l'œuf? Les deux. Les deux. C'est forcément la conséquence. Là, on le voit bien. La conséquence de l'obésité, il y a forcément un mal-être. Dans les causes, est-ce que aussi il y a un mal-être qui cause l'obésité? C'est difficile de faire des généralités, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un rapport, en tout cas à la nourriture, qui vient combler autre chose que le fait de devoir simplement avoir des apports nutritionnels pour le bien-être de son corps. Oui. Donc c'est bien pour ça, d'ailleurs, que contrairement à ce qu'on dit, ils n'ont qu'à arrêter de manger et bouger. C'est pas si simple. Il y a un autre rapport. C'est comme si vous disiez à un alcoolique, il a juste à arrêter de boire. Oui. Voilà. Le processus, d'ailleurs, maintenant, c'est de plus en plus acquis, en tout cas au sein des professionnels. On est sur les mêmes mécanismes que n'importe quelle addiction. Donc c'est pas simple et il faut un vrai accompagnement sur tous les plans, médical, psychologique, social, nutritionnel. Voilà, c'est complet. Avec une différence, oui. C'est que arrêter de fumer, pour une fumeuse, excusez-moi, mais on peut y arriver. Arrêter de boire aussi, on ne peut pas arrêter de manger. Oui, d'accord. C'est-à-dire que oui. Pour soigner une addiction, on vous dit d'arrêter complètement. Pour soigner une addiction, on dit d'arrêter. Là, il faut qu'ils apprennent à avoir un juste rapport, un autre rapport avec la nourriture. Devenir encore raisonnable. Plus compliqué. Devenir raisonnable. Mais surtout quand il y a d'autres enjeux dans ce rapport à la nourriture et une souffrance qui fait qu'on se réfugie dans la nourriture. On parlait de mal-être tout à l'heure et que beaucoup de choses passent justement par le mal-être et de plus en plus des associations se développent maintenant pour faire en sorte de soutenir et d'accompagner les obèses. Et parmi ces associations, ici au Mans, on a Encouragement. Géraldine, rebonjour. Rebonjour. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Oui, c'est le slogan de l'association. Voilà. Ça veut tout dire. On peut partir maintenant. Quelle est votre mission? Eh bien, notre mission, c'est d'aider, de soutenir, d'informer, d'accompagner les personnes obèses ou en surpoids et leurs familles. Qu'est-ce que vous mettez en place? On met en place différentes activités physiques ou de bien-être, de la gym, de la sophrologie, de l'aquagym, de la piscine, des randonnées. Mais on ne s'interdit pas non plus d'aller manger. Le plaisir. Entre copains et copines. On organise aussi des sorties au resto. Voilà. Et là, il y a un côté, entre guillemets, éducatif au restaurant où chacun mange ce qu'il a envie de manger. Il y a un côté éducatif quand même parce qu'on a un partenariat et on nous propose des menus équilibrés et avec des quantités aussi adaptées puisque les personnes qui ont été opérées ne peuvent plus manger des quantités
on va dire, normale. C'est la première association de ce type en Sarthe. Hein. Oui. Quel a été le déclic? En fait, ce sont 2 anciennes patientes qui ont créé l'association. Parce que quand elles se sont fait opérer, elles ont été sur des forums, mais elles n'ont pas trouvé toutes les informations ou des informations contradictoires. Et elles ont demandé à leur chirurgien de leur faire rencontrer des patients déjà opérés. Et ça n'a pas été possible. Et puis, quand le centre de l'obésité a été créé, on a repensé à une association et on les a appelés. Dominique est à vos côtés et quand je vous ai passé la parole, tout de suite elle a demandé le micro à côté parce qu'elle est au taquet. Non, je ne suis pas au taquet du tout. Pas du tout. L'association, c'est son grand bonheur, quoi. Oui, j'ai connu Géraldine et les autres et donc j'ai adhéré et je m'éclate. Voilà, ouais. Je m'éclate. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne juge pas. Les autres sont comme nous et on ne regarde pas si vous avez des grosses fesses ou voilà, c'est comme ça. On est tous dans le même panier, on va dire comme ça. Pour venir vous rejoindre, on fait comment? Eh ben, on nous contacte, on a des permanences ici à la clinique du Pré, parce qu'on est une association indépendante de toute structure médicale. Donc on intervient ici à la clinique du Pré, on intervient au pôle santé sud, à la maison de la réadaptation, bientôt à l'hôpital. Et on a également un site internet, une page Facebook et un numéro de téléphone sur lequel on peut nous joindre. Alors le site internet, c'est encouragement MNS, hein, comme la ville. Oui. .wix, oui. wix.com. Oui. Voilà. Oui. Si je peux, puisque Encouragement fait partie du collectif, il faut savoir que le but initial du collectif, ça a été ça. C'est-à-dire de créer un réseau de personnes qui pouvaient se comprendre parce qu'ayant vécu la même chose. Et dans les associations du collectif, le but principal est qu'on soit très indépendant par rapport aux établissements de santé et qu'on soit vraiment dans le plaisir et dans la redécouverte d'une vie socialement identique à celle qu'on s'est refusée pendant des années. Oui. Pas d'interdit et beaucoup de plaisir. Oui, et en tant que professionnel, je crois que c'est important aussi de toute façon de les encourager à faire des choses aussi par le biais de ces associations où il n'y a pas de regard professionnel, ils sont entre eux et ils peuvent aussi parce qu'ils ont besoin aussi de dédramatiser leur propre regard sur eux-mêmes, qui devient vraiment très dur. Quand ça fait 50 ans que vous essayez de faire des régimes, de perdre du poids et que vous reprenez du poids, que vous vivez donc échec sur échec, ils finissent par se dévaloriser et être très durs envers eux-mêmes. Et je pense que c'est aussi ces associations permettent un peu de se revaloriser entre vous et c'est important. Il n'y a pas que le regard des professionnels pour ça. On va revenir sur quelques idées reçues qui sont ressorties donc, du groupe de travail pour la mise en place du scénario, entre autres. Il y en a une, pour perdre du poids, il faut faire un régime strict. Ça vous fait rire? Oui, ça nous fait rire, oui. C'est pas vrai? Bah non. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et plus vous êtes dans la restriction, ça veut dire qu'il va falloir être dans la restriction à vie. Ce qui n'est pas tenable. Donc forcément, un jour, ça va lâcher. Et quand ça va lâcher très fort. Et donc on parle plutôt d'éducation. C'est mieux, oui. De rééquilibrage alimentaire. De réadaptation. On sait, une personne en surpoids et en obésité a tellement vu et a tellement lu, dans les magazines féminins en l'occurrence, qu'il y a quand même 49 une sur 52 concernant les méthodes pour perdre du poids. Elle a tellement lu, elle a tellement vu que finalement elle est quasiment aussi compétente en théorie que le médecin diététique qu'elle va avoir en face de lui. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle ne sait pas comment l'adapter et l'équilibrer. Et puis le régime restrictif, c'est pas être dans la restriction, c'est pas apprendre à retrouver du plaisir à manger. Vous prenez pas de plaisir à manger quand vous êtes dans la restriction. Et pourtant, c'est une des étapes importantes justement dans la prise en charge de la personne qui souffre d'obésité, c'est qu'elle retrouve du plaisir à manger. On en reparlera tout à l'heure lorsqu'on s'approchera de la deuxième thématique. Les difficultés au travail, ça en revanche, j'ai été assez étonné lorsque j'ai vu le film. On va vous mettre au standard. Oui, parce que c'est juste une grande claque quand on voit le court-métrage. C'est venu de retour du CNAO, du coup, qui nous ont confié qu'au travail, oui, il y avait une discrimination par rapport à ça. Ouais.
et qu'on ne mettait pas en façade une personne dite obèse, quoi. Donc on a imaginé que ce personnage travaillait avant à l'accueil du public, dans le hall en bas, et que finalement on a préféré la mettre au téléphone parce qu'elle a une belle voix. Voilà. On en est là, Marie ? Oui, c'est des témoignages qu'on a régulièrement. Quand on est en situation, quand on ne correspond pas à l'image que l'entreprise ou que la fonction publique veut avoir, on finit dans un bureau ou au standard. Il faut savoir aussi, dans les enquêtes qui ont été faites par Monsieur Amadieu et par anciennement la Halde, un CV avec photo identique et vous mettez la photo d'une personne un peu ronde, 30% ne sont même pas lus, n'ont même pas de lettre de refus, on ne leur répond même pas. C'est vraiment... Et en plus, on ne peut même pas se justifier comme étant une discrimination, puisque l'obésité en tant que telle n'est pas reconnue comme une discrimination au jour d'aujourd'hui. Quand on est noir et que l'on est discriminé par sa couleur, quand on est handicapé et qu'on est discriminé par son handicap, mais quand on est obèse, on n'a qu'à moins manger. Ça, c'est vraiment aussi dans l'inconscient collectif. Il y a eu une étude comme ça avec des enfants, donc dès le plus jeune âge, où on leur présentait différentes silhouettes. La silhouette dite normale, la silhouette plutôt maigre, la silhouette obèse et une silhouette de personnes amputées. Celle qui trouve la plus anormale, c'est la silhouette obèse. Donc c'est vraiment transmis déjà dès le plus jeune âge. Il y a un gros travail à faire, si je peux me permettre. Alors ça fait peut-être partie du plan obésité, de la partie prévention. On est parti pour 25 ans avant de faire changer une mentalité. Il y a effectivement un réel travail à faire. Alors, certaines fois, les médias nous renvoient, la presse féminine. Quand on a discuté avec eux sur l'estime de soi, dans le cadre du plan obésité, une grande rédactrice en chef d'un magazine célèbre m'a dit, vous savez, Marie, nous devons faire aussi avec le public qui nous lit. Et quand le public qui nous lit est une jeune femme urbaine, active, qui prend extrêmement soin d'elle, si on lui montre une femme qui s'habille en 50, 52, 54, elle ne s'identifie pas, elle n'achète pas le magazine. Or, moi, mon but, c'est de vendre mon magazine. Je l'entends. Pour autant, aujourd'hui, la taille moyenne, selon l'industrie du textile, pour une femme, c'est 44. Donc il va peut-être falloir changer du côté de la presse. Nous, on a des adhérents qui nous ont dit avoir perdu leur travail ou ne pas en retrouver à cause de leur poids. Des adhérents ou des non-adhérents, d'ailleurs. Ouais. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voulais dire que moi, je suis confrontée à ça, par exemple, quand je vais dans une boutique de vêtements, parce qu'on a beau être en surpoids, mais coquette quand même. Et donc, quand je vais dans une boutique, madame, on n'a pas votre taille, nous. Mais je trouve que maintenant, quand même, depuis je sais pas, une bonne dizaine d'années, je trouve quand même qu'on trouve des vêtements qui sont quand même... Ils ont essayé de faire des grandes tailles quand même. On trouve plus facilement, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça. On avait toujours des sacs à patates. Voilà. Maintenant, on peut s'habiller quand même un petit peu mieux. Un peu mieux, c'est vrai. On peut enfin être élégante. Parce qu'avant, en plus de cette discrimination à notre image, on avait cette discrimination à l'habillement. C'est-à-dire que de toute façon, quand bien même on voulait, on ne pouvait même pas être jolie, puisqu'on était habillé à partir d'un sac. Donc il y a un vrai progrès qui a été fait de ce côté-là. Il y a un réel progrès. Voilà. Une petite chose, vous allez pouvoir le constater tout au long de cette émission, les témoins sont souvent des femmes, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé d'hommes pour venir témoigner ici, pour venir nous en parler. Et peut-être parce que les hommes sont un petit peu moins discriminés, on peut le dire comme ça, que les femmes. En tous les cas, c'est ce qui ressort de votre enquête. Un homme un peu... Ça passe mieux. Un peu obèse, un peu gros. Hein. Il a l'air juste sympa, c'est un bon bonhomme. Oui, voilà. C'est quelqu'un de jovial, convivial, comme on disait tout à l'heure. Et nous, à l'association, on a 3-4 adhérents hommes, pas plus. Sur combien ? Sur une 60aine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes se sentent moins concernés ? Alors, tout comme tout à l'heure pour les vêtements, c'est en train d'évoluer. D'accord. On voit de plus en plus d'hommes qui sont vraiment dans la prise en charge parce que leur image ne leur correspond pas. Mais c'est vrai qu'un homme rond, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui est épicurien, c'est quelqu'un qui sait bien vivre. Et quand certaines fois ils atteignent les portes des associations, souvent, quand on fait un tour de table, en tout cas au collectif, c'est souvent le cas, la femme va
nous dire « je ne me sens pas bien, je ne me plais plus ». Et puis à la fin d'une diatribe des faits négatifs, elle dit « et en plus j'ai du diabète » par exemple. L'homme s'avance comme tel et dit « je suis malade, je suis diabétique ». Il s'impose son obésité comme étant une maladie puisqu'il a du diabète. Alors que la femme va presque le masquer et voir d'abord la situation esthétique, pas l'homme. Mais c'est vrai que c'est en train d'évoluer et que de plus en plus, ils viennent à se faire prendre en charge aussi parce qu'ils sont, eux aussi, commencent à subir une forme de discrimination, principalement au travail. Et c'est la porte d'entrée souvent pour une prise en charge. D'accord. On a aussi relevé quelques tabous dans l'enquête que vous avez menée. Le miroir, j'en parlais tout à l'heure. Alors là, je ne pensais pas du tout qu'il n'y avait pas de miroir sur les personnes en surpoids. Il y a beaucoup de personnes en surpoirs ou même obèses qui n'ont pas de miroir chez elles. On en arrive à un tel point de rejet de soi. Oui. Ah mais certaines ne se touchent même plus, ne prennent de toute façon plus soin de leur corps. La souffrance. Oui. On va pas sortir indemne de cette émission. J'ai l'impression que... Voilà, la souffrance. Bah oui, toutes les personnes obèses expriment une souffrance. Ou même si c'est un surpoids et pas une obésité, il y a une souffrance. Et puis on termine par, vous en parliez tout à l'heure, les magasins de vêtements qui sont un véritable tabou pour les obèses. On ne va plus s'acheter des vêtements, ou moins, en tous les cas, on n'a pas de plaisir à le faire. Oui, c'est vrai, on n'a pas de plaisir, mais moi, comme on dit tout à l'heure, on a quand même maintenant, ça a évolué quand même, un petit peu quand même. Mais quand on est fort, on se regarde devant le miroir dans la boutique, rien nous va, rien. On se dit, mais non, ça c'est trop petit, ça va pas, ça serre, ça fait des plis, c'est terrible de se regarder comme ça. Quand on arrive chez soi, on se dit, mais le miroir, il devait être déformant à la boutique, je pense. Oui. Je pensais ça, moi, c'est vrai. C'est vrai. Et puis les mannequins d'exposition des vêtements, sont toujours bien faits. Toujours très magnifiques. Et puis alors, quand vous êtes une maman et que vous avez une jeune fille adolescente, vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous êtes en surpoids ou en obésité, faire les magasins, juste les soldes avec votre fille et acheter dans la même boutique qu'elle un vêtement. Il y a une marque célèbre. Moi, il y a une marque célèbre qui a interdit, oui. voilà. Taille. C'est en train de se retourner contre elle d'ailleurs, puisqu'on en parle. Heureusement. Voilà. C'est une très bonne chose. Si j'écoute bien ce que vous me dites depuis tout à l'heure, le seul moyen que l'on a, c'est changer en fait. C'est d'intervenir sur soi. Il faut que les deux côtés changent. Il faut que la société ait un autre regard sur l'obésité, et en l'occurrence un regard plus bienveillant, parce que ce sont des personnes qui sont en souffrance, et ce sont des personnes qui, médicalement, ont un problème. Et il faut que nous soyons aussi dans cette démarche de faire plus attention à nous, d'améliorer notre qualité de vie, et d'accepter l'idée que si nous perdons du poids, nous capitalisons pour notre santé, pour notre capital santé. C'est une prise de conscience collective qu'il faut avoir maintenant, puisque, je le disais, puis on le verra un peu plus tard, il y a de plus en plus d'obèses, et de plus en plus d'obèses chez les jeunes. Oui. Voilà. Et l'obésité étant une maladie chronique, on peut imaginer qu'on est parti pour de nombreuses années. Voilà, on est parti. Alors aujourd'hui, il faut savoir que juste pour les adultes de plus de 18 ans, l'enquête OBEPI de 2012 annonçait une estimation prospective de 47% des Français en surpoids et en obésité. Donc presque la moitié de la population. On voit bien dans notre entourage, quand on marche dans la rue, que les enfants s'arrondissent de plus en plus jeunes, et que parfois, arrivé à un certain âge dans l'adolescence, on va avoir énormément de mal à l'aider à perdre du poids. Et donc ce sera malheureusement des surpoids et des obèses adultes potentiels si on n'aide pas collectivement cet enfant ou cet adolescent et sa famille à mieux appréhender le repas et tous les aspects psychologiques qui peuvent entourer. L'obésité, la complexité de l'obésité, c'est que c'est une maladie médicale, environnementale, socio-professionnelle. Tout rentre en ligne de compte. On va s'intéresser aux questions qui nous viennent du web tout de suite. Lorraine, est-ce qu'on a des questions posées par les gens qui nous regardent ? Exactement. On a Charline de Laval qui voudrait savoir si le regard des autres accentue l'obésité ou s'il le fait prendre conscience de leur poids.
Je vous en prie, faites. Je peux. À partir du moment où le regard de l'autre est posé négativement, il nous fait prendre effectivement conscience que nous sommes différents. C'est pas pour autant que ça va nous empêcher. Au contraire, ce regard-là va être. Par exemple, dans le film tout à l'heure, j'ai beaucoup souffert du rire de la petite fille. Et le monsieur dans le transport en commun, moi je l'ai vécu au quotidien. Donc ces non-regards, vous savez, ce regard qui vous regardez, vous êtes un peu dégoûté, vous tournez la tête, l'air de dire bon, je vais pas lui montrer qu'il me dégoûte. Bah, quand vous rentrez chez vous, la plaquette de chocolat, elle a beau vous dégoûter, vous tombez dessus parce que faut compenser ce regard de dégoût. Une autre question, Lorraine ? Également Marc d'Angers qui nous demande est-ce qu'il y a des actions prévues localement ? Dans le cadre du plan obésité. Hein. Alors, dans le cadre du plan obésité, il faut savoir que le plan obésité dans la prise en charge du patient obèse a permis de labelliser 37 centres spécialisés qui vont de la médecine, de la prise en charge médicale jusqu'à la prise en charge chirurgicale et qui couvrent l'enfant jusqu'à la personne adulte, voire la personne plus âgée, puisqu'on commence à voir des personnes âgées en surpoids. Donc, il y a quelques actions institutionnelles. L'Agence régionale de santé est souvent très demandeuse d'actions, de plans, mais pour le moment, c'est encore sur une phase de balbutiement. Il est très important que les centres se posent bien dans leur territoire et créent leur réseau et leur maillage pour pouvoir faire des actions de plus grande ampleur. Une autre question, Lorraine ? C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Oui. Donc, on peut continuer à noter, bien sûr, des petites questions. Donc, vous avez dit tout à l'heure dans le viewer ? La barre juste en dessous du player. D'accord, du player. Merci beaucoup. Et encore joyeux anniversaire. Merci. Parce qu'il faut quand même savoir que depuis que nous préparons cette émission, on l'a entendu 150 fois que c'était son anniversaire aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez en profiter un petit peu. Ça va revenir comme une espèce de petit gag entre nous. Merci, Julien. Entre vous et nous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de venir nous voir. Merci Sébastien et à toute l'équipe de la production pour ce court-métrage qui a été remarqué et qui est remarquable. En tous les cas, qui nous a pas mal chamboulé les uns et les autres. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bonne tête, bon corps à tous les gens de l'association. Oui, beaucoup d'adhérents à l'association. Ouais. Qu'on aidera. Et la prochaine randonnée ? Découverte des parcs et jardins du Mans là, pendant un mois. C'est de la marche nordique ? Non, de la marche normale. C'est familial, convivial. On peut venir avec ses enfants, son mari. Parce qu'on verra tout à l'heure que la marche nordique fait partie des activités sportives, entre guillemets, même s'il n'y a pas de compétition, que l'on peut pratiquer. Oui, parce que les obèses peuvent faire du sport. Ou en tous les cas, avoir une activité physique. Et on en reparlera tout à l'heure sans aucun tabou. Merci beaucoup.